Alors l'objet que j'ai apporté, ce sont des graines de courge. Voilà. Alors ce choix, il est lié à... Bon, déjà au fait que je les avais sous la main puisque j'ai fait une recette de courge butternut il y a quelques jours. Et là où j'habite, j'ai un jardin et je fais un potager. Donc j'ai recueilli les graines en me disant maintenant voilà, je ne vais pas les jeter ni les mettre au compost, je vais les replanter. Donc il y a cet élément-là et j'y reviendrai parce que c'est anecdotique mais en même temps je pense que c'est important. Et après c'est lié aussi à mon champ de recherche des dernières années, donc, qui est l'écoféminisme. Et ça m'a paru un objet intéressant pour montrer comment les écoféministes ont pensé l'anthropocène. Penser l'anthropocène, ça veut dire que pour moi les graines de courge, elles ne font pas que illustrer la notion d'anthropocène, mais elles l'interrogent aussi. Quand on voit des graines et qu'on est une lectrice d'auteurs écoféministes, ça fait penser à Vandana Shiva, donc, qui a monté tout un réseau de petits paysans et d'échanges de semences pour lutter contre l'agro-industrie, les grands semenciers industriels comme Monsanto, pour garder une liberté de circulation de semences gratuites, naturelles, paysannes. Et ce qu'elle révèle, c'est qu'en Inde, mais en fait c'est le cas dans beaucoup de sociétés à dominante agricole, l'activité agricole, elle est majoritairement faite par les femmes. En tout cas, l'agriculture de subsistance, traditionnellement, c'est une activité féminine. Donc ça permet déjà d'avoir un peu un angle de genre sur la question de l'anthropocène et s'interroger sur est-ce que ce terme d'anthropocène est bien choisi. Et une critique que les écoféministes ont apportée, c'est de dire finalement, et pas que les écoféministes, mais finalement c'est un terme qui est un peu une arnaque, puisque donc anthropos c'est l'être humain, ça fait croire que l'humanité dans sa totalité est responsable des transformations de la planète, alors que ce n'est pas l'humanité dans son ensemble. Donc est-ce que ça ne serait pas plus juste de la nommer capitalocène ou, alors dans une optique féministe, androcène, ou même certaines parlent de machocène, ou occidentalocène si on a une lecture plus postcoloniale. Le deuxième point intéressant, enfin en tout cas qui moi m'a intéressée, c'est que je pense que ça interroge aussi notre rapport au temps dans l'anthropocène. C'est-à-dire que donc, quand j'ai cuisiné ma courge, le même jour, au même moment, au même endroit, j'aurais pu aussi recueillir des pépins de pommes, de poires, je suis sûre que j'aurais trouvé aussi des cerises, de fruits de la passion, de tomates, voilà, donc de plein de fruits et de plein de légumes qui peuvent se retrouver au même moment, au même endroit du fait de la grande distribution, mais qui en réalité proviennent d'endroits, d'espaces et de temps et de saisons qui sont naturellement différents. Donc c'est comme si ça rappelle une sorte d'aplatissement de l'espace et du temps dans l'anthropocène, qui me paraît être une caractéristique. Et ces graines de courge, elles sont en acte une sorte de résistance contre cet aplatissement du temps. Parce que, moi j'aimerais les planter, mais autant je peux manger des courges ou des cerises ou des poires n'importe quand, il suffit que j'aille au supermarché du coin, mais autant pour les planter et les faire pousser, là il y a des rythmes naturels qui s'imposent et contre lesquels la volonté humaine peut rien ou pas grand-chose, à moins d'artificialiser complètement le processus. Mais donc là, ça m'oblige en fait à faire des recherches pour savoir quand planter les courges. Moi, j'habite à Marseille, donc ça ne va pas être le même moment pour les planter à Marseille ou pour les planter si j'habitais en Normandie, par exemple. Et donc, ça réintroduit, ou ça montre qu'en fait, il y a comme tendance massive de l'anthropocène la réduction à l'uniforme de l'espace et du temps, mais qu'en même temps, il y a des objets qui continuent à exister, du genre les graines, qui résistent à cet aplatissement. L'écoféminisme a remis en question la linéarité du temps, notamment à partir d'une réflexion qui est très controversée, notamment dans la sphère féministe, autour de la question des cycles
des cycles naturels et notamment des cycles du corps féminin, donc du cycle menstruel qui est calé sur le cycle lunaire de 28 jours, donc qui traduirait de façon très manifeste un écho entre les cycles du macrocosme et les cycles du microcosme qui est le corps humain. Et c'est lié aussi par exemple dans certaines philosophies qui se trouvent derrière le yoga, à une vision du temps cyclique qui, par exemple, la trinité fondamentale dans l'hindouisme, c'est donc les trois dieux qui sont Brahma, et d'ailleurs Brahma il est symbolisé notamment par la graine, c'est le dieu créateur, ou la création, Vishnu qui préserve et Shiva qui détruit. Et il y a l'idée qu'en fait, la vie et le temps, c'est ce cycle perpétuel de ces trois forces, naissance ou création, préservation et destruction. Alors que souvent, en fait, on a tendance, là aussi dans une vision un peu binaire ou un peu linéaire, à opposer la vie et la mort. Du point de vue écoféministe, c'est une des raisons de l'angoisse de la mort et de tous les délires post-humanistes, transhumanistes qui voudraient créer de l'immortalité. Alors que si on a une sorte d'autre vision de la mort et qu'on voit que c'est la condition de possibilité de la vie et c'est une partie intégrante et peut-être une des parties les plus importantes de la vie, là ça change complètement la vision. Un autre dualisme qui me paraît intéressant à remettre en cause avec ces graines, c'est le dualisme nature-culture. Puisque par exemple Donna Haraway montre, donc elle a une phrase dans le manifeste cyborg qui dit le cyborg est notre ontologie, il définit notre politique, et elle se situe précisément dans l'anthropocène. Donc cyborg, c'est cyberorganisme, c'est le mot par lequel elle désigne le fait que les choses sont aujourd'hui tout le temps un mélange de naturel et d'artificiel, et que vouloir séparer naturel et artificiel, ça ne tient pas la route. Et donc là, on voit avec ces graines que c'est le cas pour tout objet. Par exemple, là, le moindre même cette chaise, les vêtements que j'ai sur moi, même mes cheveux, tout est un mélange de naturel et d'artificiel, puisqu'il y a des matériaux qui proviennent de la nature, des interventions techniques, fabriquer quelque chose, couper, etc. Donc c'est plutôt un échelonnement de degrés. Et dans ces graines, d'un côté, elles sont naturelles, et en même temps, elles pourront pousser que s'il y a une intervention humaine, qui est que je les plante au bon moment, au bon endroit, en les arrosant régulièrement, comme il faut, mais pas trop, etc. Et ça me paraît important aussi de ne pas penser les choses en termes binaires, du genre avant il y avait la nature, c'était bien, et avec l'anthropocène, la civilisation technique a complètement envahi. En fait, la vraie division, elle ne se situe pas entre est-ce que c'est naturel ou culturel, est-ce que c'est naturel ou technique. Encore pour citer Donna Haraway, elle a formé l'adjectif nature culturelle en un seul mot, qui montre bien qu'en fait tout est un mélange de nature et de culture. Et donc voilà, il faut penser les choses de façon pas binaire pour y comprendre quelque chose.